vais partir de mon cœur de métier, c'est-à-dire d'une phrase grecque. Et je voudrais vous montrer d'abord comment cette phrase est le produit d'une série d'opérations. Une série d'opérations que je peux appeler fiction avec un X, ça veut dire qu'on la fixe mais qu'on la fabrique, et que ce fait est une fabrication. Je voudrais vous montrer comment la traduction contrevient absolument au principe de non-contradiction tel qu'Aristote l'énonce. Et que cela revient, cette position revient à celle que Aristote dénonce comme protagoréenne, le relativisme. Et j'aimerais vous parler du relativisme et de ce que ça peut vouloir dire, à savoir, à mon sens, quelque chose de très précis, un comparatif dédié. Donc, j'explorerai le rapport entre pluralité des interprétations et vérité. Alors, d'abord, je pars pas de n'importe quelle phrase. Je pars d'une phrase d'importance, c'est-à-dire de la phrase de Parménide, d'une phrase de Parménide, celui qu'on respecte et qu'on vénère, dit Platon, mais 25 siècles plus tard, Heidegger dit que ça met bas, ça rend inutile des bibliothèques entières d'ouvrages philosophiques. Comment est-ce que Parménide nous arrive ? Il nous arrive par quelque chose de très complexe, que j'appellerais le building de la Bildung, pour jouer, la construction de la culture. Parménide nous arrive via une Bible, les fragments des présocratiques, écrite par Diels Krantz en 1903, et cet ensemble, un fragment, vient de toute une série d'opérations. Une opération qui consiste d'abord à établir la multiplicité des sources, qui citent chacune une multiplicité de fois le fragment, et avec une multiplicité de manuscrits à chaque fois. Et cette multiplicité de manuscrits est susceptible à chaque fois d'une multiplicité de lectures ou d'émendations, de corrections. Donc vous avez des citateurs, des scribes, des éditeurs, un fragment unique, absolument fictif, fixé, et puis une multiplicité de citations. Et c'est cela que j'appelle le building de la Bildung, avec cette idée que plus c'est près, plus on l'a, moins c'est fiable. Il s'agit toujours de déformer, et comme dit Borges, la forme moderne du fantastique, c'est l'érudition. Alors prenons un exemple, l'exemple d'une phrase de Parménide. Une phrase de Parménide qui nous est transmise 2 fois, de manière extrêmement, subtilement différente, juste une inversion de consonne. Une fois par Sextus Empiricus, donc un médecin grec du IIe siècle après Jésus-Christ. Je vous rappelle que Parménide, c'est le 5e avant, il y a quand même 7 siècles de différence. Et Sextus Empiricus nous donne le plus long fragment de Parménide, son proème, son introduction, et ça se termine par « monos deti tumos hodoio leipetai ». Ça veut dire quelque chose comme « le cœur à lui seul manque encore la voix ». Parménide est un précurseur des sceptiques, puisqu'il nous explique que les sens, ça suffit pas, les sens, la sensation, ça suffit pas pour connaître. Le cœur, c'est-à-dire le thumos, la volonté ne suffit pas pour connaître, non, il faut la tête. Bon, et la tête ne suffit pas, on le verra. Donc, monos deti tumos odoio, le cœur à lui seul manque encore la voix. Jusqu'en 1922, la Bible des présocratiques nous édite ce texte-là. Mais il y a une autre transmission avec une inversion de consonne, celle de Simplicius, commentateur néoplatonicien du 6e après Jésus-Christ. Et lui nous dit monos deti mutos hodoio leipetai hos estin. Et il le transmet tout à fait ailleurs, non pas à la fin du prologue, mais dans quelque chose qui devient le milieu du poème, le fragment 8. Il y a une contrepétrie, si vous voulez, et cette contrepétrie a des effets sidérants. On n'entend plus le cœur à lui seul manque encore la voix, mais quelque chose comme seul demeure le mot du chemin, et puis on rajoute deux mots, os estin, que est. Donc on passe d'un pas encore sceptique à un père de l'ontologie, pour des raisons internes et externes qui peuvent se justifier. À partir de 1922, c'est-à-dire assez tard quand même, c'est cette leçon-là qu'on retient. Vous voyez comment déjà un fragment dit authentique est
est le produit d'une série d'opérations de fiction. Maintenant, je voudrais vous expliquer comment arrivent les traductions. La traduction a ceci de caractéristique qu'elle est multiple. C'est-à-dire que quand je prends la phrase qui est retenue, monos deti mutos hodoyo leipetai os estin, eh bien, il y a une série de traductions possibles qui tiennent compte de bifurcations à la fois de sens, de sémantique et de syntaxe. Je les ai listées, peu importe, mais moi, je voudrais vous expliquer pourquoi j'en retiens deux et pourquoi je suis obligée d'en retenir deux. La première que je retiens, c'est une traduction qui vous dit quelque chose comme « le récit de la route du Hay ». Le récit de la route du Hay reste à faire. Pourquoi est-ce que je retiens cette traduction ? Eh bien parce que cette traduction nous fait plonger dans une des caractéristiques, non seulement du poème de Parménide, mais de toute la littérature et de la philosophie grecque, qui est d'être palimpsestique. Il y a une citation derrière, il y a un autre texte. Cet autre texte nous est signalé par un petit verbe, eplantessan, qui dit l'errance. Eh bien, cette errance, quand on entend errance, on entend Homère, on entend l'Odyssée, on entend Ulysse. Et en effet, c'est bien une réflexion de l'Odyssée dont il s'agit dans le poème. On construit l'étang, Parménide construit l'étang, avec les mots mêmes qui servent à dire l'identité d'Ulysse quand il passe au large des Sirènes. Je vous ai donné là les deux fragments, enfin la partie de l'Odyssée et le fragment de Parménide qui sont entièrement proches. Parménide dit que l'étang reste planté là dans le sol. Eh bien, ce sont les mots mêmes qui servent à décrire Ulysse qui passe au large des Sirènes. Ulysse est là, attaché à son mât, il a mis des boules couillesses dans les oreilles de ses rameurs, et lui tout seul peut entendre son identité dite par les sirènes. Bon. Vous voyez comment cette traduction parlait du récit de la route du Hay, un peu comme Kerouac, un peu comme un voyage, est là pour nous expliquer pour nous faire sentir que l'être est le héros de l'ontologie, exactement comme Ulysse est le héros de l'Odyssée. Et ça, c'est dans le poème. Et si vous ne l'entendez pas, il y a quelque chose vraiment que vous manquez. Maintenant, la deuxième traduction que je maintiens aussi, simultanément, j'y peux rien, j'arrive pas à le dire, mais il la faut. C'est quelque chose comme « le mot du chemin est », reste à dire. Le mot du chemin est reste à dire parce que, à l'intérieur du poème de Parménide qui commence par Hay, par la route du Hay, par une description de la route du Hay, on voit se fabriquer quelque chose comme la langue grecque, qui existe déjà, mais qui est repensée, remarquée comme telle. Il y a quelque chose que j'appelle, si vous voulez, l'ontologie de la grammaire. On passe du Hay à l'étang, toéon, celui justement qui est le héros comme Ulysse, celui qui est là solidement planté dans le sol. On passe du Hay à l'étang par une série d'opérations linguistiques, grammaticales, syntaxiques, qui font remarquer chaque forme chaque forme qui autorise progressivement la substantivation. On passe de la troisième personne du singulier à l'infinitif, au participe et enfin au participe substantivé, l'étang. Voilà. Donc je pense que pour comprendre le poème de Parménide, il faut comprendre qu'il y a au moins ces deux traductions-là qui font sens. Et si j'ai à dire pourquoi elles font sens, au fond, ma version un peu sauvage du cercle herméneutique, c'est la phrase de Deleuze, les notions d'importance, de nécessité, d'intérêt sont 1000 fois plus déterminantes que la notion de vérité. Pas du tout parce qu'elle la remplace, mais parce qu'elle mesure la vérité de ce que je dis. Donc vous voyez pourquoi, à mon sens, la traduction est nécessairement multiple. Et c'est simplement, je m'appuie sur cet exemple, mais je voudrais dire que cet exemple est, à mon sens, tout à fait paradigmatique.
Donc, la traduction est multiple et en ce sens, rien que par là, elle viole régulièrement le principe de non-contradiction. Alors là, je voudrais m'expliquer. La traduction viole régulièrement le principe de non-contradiction parce que le principe de non-contradiction, on va le voir dans un instant, tel qu'il est fondé par Aristote, est fondé sur l'exigence d'univocité et d'homonymie. D'abord, premier élément, la traduction, elle, nous fait pénétrer au cœur de l'homonymie, toujours, au cœur de l'équivoque, au cœur de la complexité syntaxique que les Grecs appelaient amphibolie, c'est-à-dire la possibilité de plusieurs syntaxes, compris la possibilité de plusieurs syntaxes pour une même phrase. Ici, je ne pense pas à la traduction dans différentes langues, bien que ce soit très important. Je peux penser à la traduction d'une langue à l'autre et même à l'intérieur d'une seule langue, la traduction intralinguistique. Par exemple, Gorgias, dans le traité du non-être, dans ces traités du non-être que Carlo Ossola a magnifiquement étudiés, montre comment ça ne fonctionne, le poème de Parménide, que parce qu'il y a une homonymie de Estine et qu'il en profite. Estine veut dire tantôt être, tantôt exister, tantôt c'est possible, il est possible. Et nous rentrons ainsi au cœur de l'homonymie constitutive d'une langue. Je vous ai cité 2 phrases. La langue grecque est philosophique parce qu'elle n'a pas été investie par de la terminologie philosophique, mais qu'elle philosophe déjà elle-même en tant que langue, dit Heidegger. Et Benveniste dit exactement la même chose à propos de la notion d'être en grec par rapport à la langue éouée. Il dit que, voilà, cette homonymie-là, elle est philosophique. Alors, l'essence de la langue, c'est au fond d'être homonyme. Une langue, entre autres, n'est rien de plus que l'intégrale des équivoques que son histoire y a laissé subsister ou persister, dit Jacques Lacan. Je saute la magnifique citation de Ponge. Et parce que je veux vous expliquer pourquoi le principe de non-contradiction et comment le principe de non-contradiction est fondé sur l'exigence d'univocité. Voilà le texte juste que je lis, le texte d'Aristote au livre Gamma de la métaphysique qui démontre le principe de non-contradiction. On peut démontrer par réfutation qu'il y a impossibilité de la contradiction pourvu simplement que l'adversaire dise quelque chose. Et j'ai souligné la série d'équivalences qui est mise là. Parler, c'est dire quelque chose. Il me reste 10 minutes. Oui. Parler, c'est dire quelque chose, c'est signifier quelque chose quelque chose, c'est signifier une seule chose, dire une chose est la même pour soi-même et pour autrui. Ne pas signifier une seule chose, c'est ne rien signifier. L'ennemi, c'est-à-dire celui qui ne respecte pas le principe de non-contradiction, il y en a plusieurs, mais il y en a un irréductible, c'est celui qui profite de l'homonymie et qui s'en tient au langage tel qu'on l'entend, tel qu'on le parle. Protagoras, dans le livre Gamma de la métaphysique, c'est le nom propre de ceux qui ne respectent pas, c'est-à-dire ceux qui sont comme des plantes, ceux qui ne sont même pas des hommes, ceux qui parlent pour le plaisir de parler. Donc Protagoras est le nom propre de la plante. Et je voudrais pour conclure montrer comment Protagoras, c'est-à-dire le relativiste par excellence, ce que ça peut signifier de dire qu'il ne respecte pas le principe de non-contradiction. Et pour ça, je voudrais m'appuyer sur le commentaire que fait Socrate, mais c'est Protagoras qui est censé parler par la bouche de Socrate, dans le Théétète de Platon, de cette phrase « L'homme est la mesure de toute chose ». Socrate dit Protagoras, tu pourrais dire le cochon, le synolcéphale, c'est la mesure de toute chose. Et puis tout d'un coup, il se reprend et il dit non, si Protagoras était là, il me dirait Socrate, tu es dégoûtant. C'est pas comme ça. Et voilà ce que dirait Protagoras s'il était là. Il dirait moi, je dis que la vérité est comme je l'ai écrit. Mesure est chacun de nous des choses qui sont et des choses qui ne sont pas. Et pourtant, chacun diffère de l'autre un millier de fois, par le fait même que pour l'un, ceci est et apparaît, pour l'autre, cela. La sagesse et le sage, il s'en faut de beaucoup que je nie leur existence. J'appelle sage celui qui, pour l'un de nous, transformant ce qui paraît et est mauvais, fait en sorte que cela paraisse et soit bon. Il faut opérer la transformation d'un état à l'autre.
C'est ainsi que dans l'éducation, on doit faire passer d'un état moins bon à un état meilleur. Vous entendez? C'est cela le relativisme. D'une opinion fausse, on n'a jamais fait passer personne à une opinion vraie. Mais on fait que sous l'effet d'un état utile, on passe à des opinions utiles. Représentation que certains, par manque d'expérience, appellent vraies, mais que j'appelle, moi, dit Protagoras, meilleures les unes que les autres, en rien plus vraies. Quant aux sages, mon cher Socrate, pour les corps, je les appelle médecins, pour les plantes, agriculteurs. Je dis en effet que ce sont les agriculteurs qui, pour les plantes, au lieu des sensations et des états pénibles, impriment des sensations et des états utiles, que ce sont les orateurs, sages et bons, qui font que pour les cités, ce soient les choses utiles au lieu des nuisibles, qui paraissent être justes. Voilà, on passe non pas du vrai au faux, enfin on passe, je veux dire, de la bivalence vrai-faux au comparatif, et non pas plus vrai, mais meilleur. Et non pas seulement meilleur, mais meilleur pour. C'est cela, un comparatif dédié. Et l'éducation relativiste consiste à faire passer à un meilleur pour. Je termine sur la phrase de Sarkozy, discours de Bercy, 29 avril 2007, mai 68 nous avait imposé le relativisme intellectuel et moral, les héritiers de mai 68 avaient imposé l'idée que tout se valait, qu'il n'y avait aucune différence entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, entre le beau et le laid. Non, les relativistes disent qu'il y a un meilleur pour. Et cela, c'est une politique qui consiste à aider différentiellement à choisir le meilleur. Je vous remercie.